Cette émission est rendue possible grâce au soutien financier des céréaliers du Québec ainsi que de l'ELI. Bonjour, au programme cette semaine, la COP28 et une rencontre avec l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec, l'ITAC. Bienvenue à Zone agricole. La COP28 nous a surpris. Habitués à ce que l'agriculture soit le parent pauvre oublié des débats, voilà que la COP28 à Dubaï, fin décembre 2023, a dévoilé 134 puis 160 pays signataires pour un retour à la ferme familiale. On en parle en détail dans un instant avec l'un des coprésidents de l'Institut Jean Garon, Guy de Bailleul, avec également l'ancien sous-ministre au MAPAC, Marc Dion. Mais cette émission sera aussi l'occasion de suivre la revue de presse de la semaine avec Guy Duval, d'entendre le coup de gueule du chroniqueur de la vie agricole Yann Turmine, mais auparavant, petit rappel historique sur les coops avec Simon Bégin, porte-parole de l'Institut Jean Garon. Bonjour Simon. Bonjour Yannick. Bienvenue. Alors Simon, justement, on va faire un retour sur les coops. On voudrait savoir, explique-nous exactement c'est quoi une COP et pourquoi 28? La COP 28, c'est tout simplement la 28e conférence des parties issue de la grande convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qui a été adoptée au sommet de la Terre à Rio en 1992. Alors, 1992-2023, ça fait 31. Pourquoi la COP 28? C'est parce qu'avant que ça se mette en place, la première véritable COP a eu lieu en 1995 à Berlin, donc il y a 28 ans. Et pourquoi 28? Ben, c'est ça, c'est la 28e, ça fait à chaque année. Alors, c'était à Dubaï cette année, comme tu l'as mentionné. On peut signaler que ce qu'elle a de particulier, c'était la plus grosse coop jamais tenue. Il y a eu plus de 80 000 inscriptions. C'est la première qui se tient dans un pays qui est un pays producteur de pétrole et qui était présidé par le dirigeant d'une grande compagnie pétrolière et où il y avait plus de 2000 lobbyistes associés aux énergies fossiles. Ce qui avait suscité peut-être beaucoup d'inquiétudes, mais on verra. Ça ne s'est pas nécessairement passé comme ça. Alors, au fil des années, il y a eu beaucoup d'engagements qui ont été pris. Quels sont ces engagements année après année? Mais comme mentionné, tout ça a débuté lors du sommet de la Terre de Rio en 1992, où, pour la première fois, les pays se sont réunis et ont constaté, reconnu que les changements climatiques posaient un défi pour l'humanité, que l'homme en était le principal responsable et qu'il fallait faire quelque chose. Alors, comme je l'ai mentionné, ça a pris 3 ans à se mettre en place. La première coop a eu lieu à Berlin en 1995. On n'en retient rien, c'était comme un coup d'essai. La première coop significative a eu lieu en 1997 à Kyoto, la coop 3, où pour la première fois, on a tenté, je dis bien tenté, d'imposer des objectifs contraignants. À l'époque, l'objectif était de réduire de 5 % les émissions de gaz à effet de serre par les grands pays industriels. Objectif 2012 par rapport à 1990. On verra que ça n'a pas été atteint du tout. Après, la prochaine, on la mentionne parce que ça s'est passé près de chez nous, à Montréal, en 2005. Et là, c'est à Montréal, on a fait le constat de l'échec de Kyoto. Alors après ça, l'autre COP significative, tout le monde la connaît un peu plus, c'est l'accord de Paris en 2015, où on a vraiment les pays récalcitrants qui hésitaient, après bien des efforts, se sont ralliés à l'objectif. À ce moment-là, l'objectif, c'était de ne pas dépasser un réchauffement climatique de 2 degrés d'ici 2010. Est-ce qu'on peut dire que les objectifs ont été en partie tenus ou pas tenus? En fait, si on regarde ce que nous dit le GIEC, le groupe des experts internationaux sur le climat, le constat, c'est malheureusement qu'aucun des objectifs n'a été atteint, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas tenir des coops, tenter de s'entendre pour, dans le fond, sauver la planète, tout simplement. Merci Simon.
Alors Guy, bonjour et bienvenue pour cette revue de presse. Oui. On va parler cette semaine en fait de plusieurs choses, entre autres des canneberges et des bleuets, peut-être de l'international si on a un peu de temps, où il se passe beaucoup de choses. Sur les bleuets, dis-nous comment s'est comporté le marché du bleuet au Québec en 2023? Les récoltes des bleuets, particulièrement au Saguenay-Lac-Saint-Jean, selon les producteurs des bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la production était exceptionnelle. C'est la deuxième plus grande production de bleuets depuis un bout de temps. Et puis, par contre, le fait qu'on produise beaucoup, bien, le prix diminue. On en récolte beaucoup, le prix baisse. Et puis, il y a une particularité aussi dans la consommation qu'on a eue vis-à-vis des fruits congelés, entre autres. C'est pendant la pandémie, il y a eu un impact. On a consommé beaucoup de fruits congelés. Oui, il y a une grosse demande mondiale au niveau, là, justement, des bleuets congelés. Et puis, après la pandémie, ça s'est comme écroulé un peu. Alors, ça a fait baisser le prix du bleuet comme tel. Par contre, en 2022, le prix est quand même... le volume était très bon en 2022, donc le prix est encore baissé. Tandis qu'en 2023, c'est le contraire. Est-ce que pour la canneberge, par contre, le constat est beaucoup plus pessimiste? Bien, cette année, en tout cas, la récolte des canneberges, tout simplement, a été... c'est pas une catastrophe, là, mais c'est beaucoup moindre. Particulièrement dans le centre du Québec, où est-ce qu'ils ont récolté en tout au Québec 205 millions de livres de canneberges, c'est-à-dire une baisse de 39 %. Et puis, au niveau de la culture biologique, ça a diminué de 51 %. Il faut dire qu'au niveau biologique, il y a quelque chose de spécial qui se passe, c'est que ceux qui étaient dans le conventionnel, qui s'étaient convertis au biologique, ont vu les difficultés que ça pouvait avoir et plusieurs ont revenu au conventionnel. Et en un mot, pour terminer, sur l'international, on voit dans les médias généralistes qu'il y a beaucoup de grèves qui ont commencé aux Pays-Bas, puis en Allemagne, et maintenant c'est rendu en France avec beaucoup de barrages. Quelles sont les raisons principales? En fait, tout est lié en fait aux problèmes environnementaux, aux problèmes de paperasse. Oui, c'est justement les problèmes environnementaux. Et puis, sur les contraintes aussi demandées aux producteurs, on dit que des producteurs par semaine passent jusqu'à entre 8 heures et 15 heures par semaine à remplir des formulaires. Et en plus, on a toute la problématique de l'inflation, de l'augmentation des intrants, et puis de toute cette chose-là. Et tout le débat autour de la politique agroalimentaire, la PAC commune, la politique agricole commune de l'Europe, avec les impacts sur les différents pays. Ça sera l'occasion d'une prochaine émission, possiblement fort intéressante. On va suivre ça, puisque ça s'implante actuellement en Europe. Merci beaucoup, Guy, pour cette revue de presse cette semaine. Ça fait plaisir. Alors, Davide Faranda, climatologue, décrivait récemment une situation inquiétante dans Mediapart. Il disait exactement: la situation est alarmante du point de vue des températures qui arrivent à un niveau d'anomalie élevé jusqu'à plus 10 degrés par rapport aux moyennes en Europe centrale dans certaines périodes. On sait que le Québec n'est pas en reste. Tout cela a un impact sur l'agriculture, d'où l'importance des coops pour tracer une vision d'avenir. Mes invités aujourd'hui, Marc Dion, ancien sous-ministre MAPAC. Bonjour Marc Dion, bienvenue. Bonjour Yannick. Et Guy Debailleul, coprésident de l'Institut Jean Garon. Bonjour Guy, vous êtes avec nous par duplex depuis Montréal. Bonjour Yannick. Bonjour à vous Guy Debailleul. Marc, en première question, j'aurais envie de vous poser. En fait, on sait que la COP28, on en a parlé, c'était à Dubaï au mois de décembre. Quels ont été les principaux bilans de cette COP précisément? Oui, écoutez, d'ailleurs, cette COP-là a fait de l'agriculture un des points centraux de ces discussions, et pour la première fois. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut noter, la première fois dont on parle d'agriculture de façon très importante dans une COP. Et pourquoi on parle d'agriculture? Parce que ça m'intéresse au premier chef. C'est, d'une part, bien évidemment, la malnutrition intéresse les pays plusieurs pays du monde, mais aussi le tiers des émissions de gaz à effet de serre provient du système agroalimentaire mondial, pas seulement de l'agriculture, là, du système agroalimentaire mondial. Et enfin, l'agriculture elle-même est à la fois la victime de l'excès des climats, mais aussi une solution, parce que l'agroalimentaire pourrait devenir
un moyen de développer des puits de carbone si nos pratiques agricoles changent et si on arrête de gaspiller les aliments, parce qu'il y a beaucoup de gaspillage alimentaire dans le monde. Donc, ces questions-là sont toutes adressées à la COP. Alors Guy, vous, quand on voit que 134 pays ont signé ce traité autour de l'agriculture à la COP28, ça donne un retour en fait à l'esprit de la ferme familiale. D'abord, est-ce que c'est vraiment le cas, un retour vers l'esprit de la ferme familiale? Puis j'aurais envie de vous dire, comment est-ce possible alors qu'actuellement on a quand même une mondialisation qui est très bien implantée? Oui, eh bien, d'une part, il faut préciser qu'on est à 160 signataires maintenant de cette déclaration sur l'agriculture. Et tu as raison de souligner qu'on semble avoir mis l'accent sur l'agriculture familiale, puisque l'expression ferme familiale, petit producteur, ça revient au moins 3 fois dans cette déclaration qui est relativement courte malgré tout. Mais ça part du constat aussi qu'a évoqué Marc, c'est que l'agriculture familiale, ça représente l'essentiel de la production agricole dans le monde. Et on a tendance à l'oublier, les agriculteurs sont pour 80%, 90% des exploitants familiaux. Donc c'était important de les mentionner. Se dit au passage, Marc a raison de souligner que c'était la première fois que l'agriculture arrivait, et les systèmes alimentaires avec ça, arrivaient sur la scène centrale, on pourrait dire, c'est-à-dire avec cette déclaration signée par 160 pays. Mais c'est aussi le résultat, d'une part, d'un an de négociations des Émirats arabes unis, de la présidence de la COP, avec les partenaires pour préparer cette déclaration. Et c'est le résultat aussi d'un certain nombre d'années de travail à l'intérieur même des organes de la COP, avec le processus de Coronivia, qui mettait en place des ateliers de réflexion qui réfléchissaient sur les liens entre agriculture, système alimentaire et changement climatique. Alors, c'est un peu la synthèse de tout ce travail qui a été fait dans cette déclaration finale. Et lorsque David Faranda, excusez-moi Guy, dit on ne devrait plus faire une coop par an, mais plutôt vraiment prendre des engagements et maintenir nos engagements, pensez-vous que c'est réaliste en fait? Le jour où on pourra se permettre, je dirais, d'avoir une COP tous les 4 ou 5 ans, c'est qu'on sera dans une position tout à fait favorable, c'est-à-dire qu'on aura dépassé les écueils, les obstacles auxquels on est confronté actuellement. Je pense que c'est illusoire de penser qu'on puisse faire l'économie d'une COP annuelle, d'abord parce qu'on oublie souvent que derrière la COP, il y a plusieurs conférences multipartites qui se tiennent en même temps et qui font le point sur le travail qui a été fait. C'est aussi la réunion annuelle de ce qu'on appelle les organes subsidiaires de la conférence, de l'accord sur la conférence climatique. Et donc, eux aussi font le point. Donc, et par ailleurs, on se souviendra que les progrès qui se font à la COP, ce sont des progrès obtenus par consensus. Et ça représente un travail énorme, progressif, et je pense que c'est pas trop de faire une conférence par an. Par ailleurs, on a bien vu qu'à chaque fois, c'est un événement médiatique. Et je dirais que si on faisait ça tous les 4 ou 5 ans, le risque est grand de voir l'opinion publique oublier ce qui est en train de se passer, alors qu'elle est en quelque sorte remobilisée à chaque fois à la fin novembre, début décembre. Donc, pour moi, il faut envisager que ça va continuer tous les ans pendant un certain temps. Alors Marc, justement, il y a des solutions peut-être à tout cela. D'ailleurs, David Faranda, dans le texte qu'il a publié dans Mediapart, en parle. Une des solutions, des résolutions à tout ce problème-là, du réchauffement climatique entre autres, est lié à l'agriculture. Et il pose, et je ne sais pas si c'est une bonne idée, il dit en fait il faudrait peut-être que les investissements se fassent, se jouent dans le futur, dans le domaine environnemental, en fait, pour que ça soit la solution pour l'agriculture. Est-ce qu'on est rendu là, en fait, et au Québec et dans le monde? Le monde n'est pas rendu là, mais l'idée est bonne. Mais je pense que c'est un petit peu plus complexe que ça. Et je vous donne ça en image un peu. Là. C'est un peu comme un grand jeu de cartes. Dans le jeu de cartes lui-même, on a 3 grands éléments là, qui sont des atouts. L'éolien, le solaire et l'hydraulique, les énergies douces. Et on a des jokers aussi.
le charbon, le pétrole et le gaz. On le dit souvent. Cependant, qui prend les décisions? Oui, les investisseurs dans ces domaines-là, mais aussi, il y a des gouvernements qui prennent des décisions. Puis là, je parle des gouvernements nationaux, qu'ils soient des pays démocratiques ou des pays totalitaires, puis c'est pas pareil. Puis il y a des gouvernements qui sont territoriaux, exemple le gouvernement du Québec, c'est territorial, c'est pas encore un pays. Et enfin, il y a aussi des grandes villes, des communautés urbaines, etc. Alors, les grandes agglomérations urbaines. Donc, il n'y a pas seulement les financiers qui vont faire un progrès au changement climatique, autrement dit qu'on réussisse à atteindre zéro carbone d'ici 2050, mais il y a beaucoup plus de gens que cela qui vont être impliqués. C'est une bonne idée de parler c'est une danse qui se fait à deux, en fait, public oui, et privé. En fait. Et oui, c'est public et privé. Et aussi, il faut le dire, là, les scientifiques jouent un rôle dans ça, parce que quand on publie des rapports du GIEC, ça compte. Hein? Et quand la société civile, les ONG, qui sont présentes d'ailleurs dans les forums, les grands forums internationaux, l'opinion publique est importante également. Alors, il y a une série de composants. Et ça soulève toutes sortes de questions. Par exemple, aux États-Unis, selon qu'on a un gouvernement Trump ou un gouvernement démocrate actuel avec M. Biden, ce n'est pas les mêmes réponses qu'on obtient à ces questions-là. Alors, il faut faire très, très attention à ça. Puis les intérêts des financiers sont contradictoires aussi, parce que des financiers peuvent dire « moi, je voudrais y aller très fort dans l'hydraulique, dans l'éolien ou dans le solaire », mais il y a d'autres financiers qui veulent y aller dans le charbon et le pétrole. Alors, la situation est très, très complexe. En conclusion, à vous deux, Marc et Guy, en fait, je comprends de la part de Marc Dion, en fait, que tout ça est une danse qui se joue à deux, public-privé. Vous êtes d'accord avec ça, Marc? Pardon, Guy à Montréal. Oui, tout à fait. Et en particulier, en matière de financement, par exemple, la fondation Bill Gates a annoncé dans la foulée de cette déclaration sur l'agriculture un investissement supplémentaire de 200 millions de dollars. Mais quand on voit les orientations de la fondation Bill Gates en ce qui concerne le développement agricole, on peut craindre qu'on privilégie des solutions technologiques plutôt que le soutien au développement des agricultures familiales. Quand on voit les milliards qu'on a commencé à accumuler en faveur de l'action climatique dans les pays du Sud, on n'a encore que 3% qui vont vers le secteur agricole. Alors, ça va être probablement, selon moi, un avantage de cette déclaration sur l'agriculture, parce que cette déclaration est assortie d'un engagement des pays signataires à intégrer l'agriculture dans leurs plans nationaux dont ils doivent rendre compte chaque année. Donc, il va y avoir un virage là-dessus. Alors, Guy, je pense qu'on pourrait compléter en disant qu'il y a eu des fonds d'investis par... c'est-à-dire, on veut créer un fonds de 100 milliards de dollars par année payé par les pays riches pour compenser des événements extrêmes qui ont lieu dans des pays pauvres. Je pense que ça, c'est un des éléments qu'il y a eu dans cette COP-là qui mérite d'être mentionné ici aujourd'hui. Alors, messieurs Guy Debailleul et Marc Dion, c'est à peu près tout le temps qui nous reste pour cette entrevue. Merci beaucoup d'avoir participé à ce thème de notre première émission Zone agricole COP28. Et on va rejoindre notre invité pour le Zoom économique. Alors, dans le Zoom économique de cette semaine, on reçoit Karine Mercier, directrice générale par intérim de l'ITAC. Bonjour Karine Mercier, merci de vous être déplacée en studio, nous rencontrer. Qu'est-ce exactement que l'Institut agricole de technologie du Québec? L'ITAC, en fait, c'est une maison dédiée spécifiquement à la formation de l'agriculture et de l'agroalimentaire, donc au Québec précisément. Depuis quand ça existe, en fait? On a une longue histoire. Une longue histoire? Les écoles ont commencé il y a plus de 160 ans avec l'école de laiterie du côté de Saint-Hyacinthe, puis l'école d'agriculture du côté de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. C'est en 1962, dans le fond, que les instituts ont été créés. Et en 1976, qu'ils ont obtenu les premières autorisations par le ministère de l'Éducation d'offrir des formations de niveau collégial. Et à quel moment il y a eu des... Parce qu'il y a deux campus, on comprendra bien qu'il y a un campus à la Pocatière, un campus à Saint-Hyacinthe. À partir de quelle année on parle d'une fusion de ces deux campus? Il y a eu quelques petites étapes. En fait, en 2003, les deux instituts ont fusionné pour devenir l'ITA. Puis tout récemment, en 2021, en fait, il y a une nouvelle structure qui a été mise en place. Et là, on parle de l'ITAC. Donc, on est encore sur le modèle de fusion, mais on est d'une institution nouvelle. Alors, qu'est-ce qui a changé exactement entre la période ITA et la période ITAQ?
Oui, en fait, c'est au niveau de la loi. Il y a une loi constitutive qui est venue créer l'ITAC. Donc, vraiment, au niveau de sa gouvernance, on est devenu un organisme autre que budgétaire. Sans entrer dans les détails, essentiellement, ça veut dire qu'au lieu de relever directement du MAPAC, on a une autonomie du fait qu'on est géré par un conseil d'administration, puis qu'on fonctionne vraiment plus comme un organisme indépendant. OK. Puis alors, donc, il y a plusieurs étudiants qui passent chaque année. Est-ce qu'on peut savoir, mais donc, par année, combien d'étudiants passent par les deux campus? Sur les deux campus, on a toujours entre 700 et 800 étudiants qui fréquentent nos murs annuellement. Puis ça, c'est du côté de la formation régulière. Parce que si on inclut tout ce qui est la formation continue, à ce moment-là, on en a beaucoup plus, là. Au niveau des formations, en premier temps, des formations, qu'est-ce que les étudiants viennent chercher? Alors, selon les campus, est-ce que les formations sont différentes, d'une part? Et qu'est-ce qu'un étudiant en agriculture vient chercher, en fait, à l'ITAC? Bien, en fait, ce qui est particulier, notamment depuis 2021, c'est qu'on a l'option de pouvoir offrir des formations de différents niveaux, donc autant du niveau professionnel, collégial qu'universitaire. Présentement, toutes les formations qu'on offre sont de niveau collégial. Donc, les étudiants peuvent venir faire un diplôme d'études collégiales, un DEC, dans les 7 différents programmes qu'on offre. Donc, on en offre 6 du côté de Saint-Hyacinthe et 5 du côté de la Pocatière. Et des programmes qui sont donnés dans les deux campus, même si c'est le même programme, ils sont quand même différents un peu. On a une couleur régionale dans chacun de ces programmes-là. Donc, on touche vraiment le domaine de la production animale, la gestion d'entreprises agricoles, tout ce qui est la transformation alimentaire, l'horticulture ornementale, l'horticulture agro-environnementale et également l'équin. On a une technique équine aussi. Ah, puis l'ITAC, c'est de la formation, effectivement, mais c'est aussi de la recherche. Alors, quel type de recherche on réalise sur ces campus? Bien, comme c'est dans la nouvelle mission, effectivement, de l'ITAC de pouvoir faire de la recherche, on est quand même récent dans ce domaine-là. On a des affiliations avec des CCTT, des centres collégiaux de transfert technologique, donc Syntec du côté de Saint-Hyacinthe et puis Bioterre du côté de la Pocatière. Donc, on fait vraiment plus de la recherche partenariale actuellement, mais c'est vraiment toute la recherche qui se trouve dans le domaine de l'agroalimentaire. Donc, on a commencé à obtenir des subventions de recherche parce que depuis novembre 2023, nous avons maintenant notre bureau de la recherche. Donc, les enseignants vont faire de la recherche autant dans les disciplines qu'ils connaissent que du côté pédagogique. Madame Mercier, merci beaucoup d'être venue nous rencontrer. On peut retrouver tout ça sur itac.ca. Merci beaucoup et on va continuer avec Yann Turmin. Merci beaucoup. Alors, on arrive en fin d'émission, c'est l'heure de la chronique éditoriale, du coup de poing de Yann Turmin. On a parlé de la COP28 tout au long de l'émission. On entend que la COP28, elle veut plus de fermes familiales. Ça, déjà, est-ce que c'est possible? Probablement que oui, mais ce qui est intéressant dans cette COP-là, comme vos autres invités l'ont mentionné, c'est la première fois qu'une COP met l'agriculture de l'avant. D'ailleurs, ça a été signé très rapidement. Ça veut dire que la plupart des pays participants étaient prêts à cette entente-là. Et on a mis l'agriculture de l'avant. Et il y a c'est quand même une certaine surprise. L'ensemble des délégués, la déclaration finale reconnaît, met de l'avant pour lutter contre les changements climatiques, la ferme familiale. Alors, ils demandent au gouvernement d'intégrer dans leur politique des réductions d'énergie fossile, la réduction du carbone et tout ça, mais ils considèrent que l'agriculture est un élément important et une des façons d'y arriver, c'est à travers des fermes familiales. Alors ça, c'est très... Mais ça, c'est une vision de la COP28. Après, ça veut dire qu'il faut changer le système. Oui, mais il faut faire attention. C'est des grands rassemblements internationaux. Généralement, quand tout le monde s'entend, c'est parce que ça fait longtemps que la plupart des pays importants, influents, pratiquent déjà ça. Or, et d'ailleurs, ça fait quand même, je dirais à peu près une décennie qu'on voit les pays européens, dans leur politique agricole, mettre la ferme familiale de l'avant. On s'éloigne un peu de la mondialisation. On revient au thème de l'autosuffisance. Même ici, en Amérique du Nord, c'est des choses qu'on entend de plus en plus. Mais au Québec, ça va se traduire comment? Ça veut dire qu'on va mettre plus d'argent dans le système? Ou on va complètement renverser la table et changer le système? Il y a toujours un décalage. C'est sûr que les ententes qu'on a signées actuellement,
je dirais pas un copier-coller de ce qui se passe en Europe, mais on n'est pas très loin d'un copier-coller. Il y a un certain décalage avec l'Amérique du Nord, où c'est qu'on n'est pas encore tout à fait là en termes là, de politique agricole vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis le changement climatique, même vis-à-vis les fermes familiales. C'est sûr que les changements climatiques, ça va coûter de l'argent, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. C'est des nouvelles politiques, c'est des changements de politique. Et là, les États, la COP28, les États signent des ententes, ont une vision, amènent ça, en fait, sur l'espace public. Les agriculteurs, ils vivent ça comment? Parce qu'en fait, quand on voit en Europe comment ça se passe actuellement, on voit qu'aux Pays-Bas, en Allemagne, en France, on se plaint déjà de trop de normes. Donc, est-ce qu'on est capable de passer à travers tout ça? Ça va être le défi des prochains gouvernements. Je pense que c'est un très bon avertissement en Amérique du Nord dans les politiques que les gouvernements vont mettre en place. Le soutien, parce que ça va prendre beaucoup d'argent, les changements climatiques. Et ça veut dire, on la met où, cet argent-là? Actuellement, en Amérique du Nord, on a des... Actuellement, on la met où, l'argent? Actuellement, on soutient essentiellement des prix de denrées. OK? Et ça fait très longtemps, d'ailleurs, que la plupart des... l'Organisation mondiale du commerce demande de soutenir plus les fermes que de soutenir les prix. La plupart des ententes vont dans ce sens-là. Nos programmes commencent à faire ça. On est déjà en retard. Mais là, avec la COP 28, on nous dit, côté environnement, vous soutenez les fermes et vous introduisez des éléments de protection de l'environnement. Ça veut dire que le Québec est obligé de revoir à peu près tous ses programmes? Oui, probablement. Ou on va remettre une couche par-dessus ce que j'appelle l'agri compliqué, là, à tout le chapelet de programmes de soutien. Ça va être un défi. Puis d'ailleurs, un défi compliqué, on voit ce qui se passe en Europe. L'Europe a mis un paquet de programmes en place et ce qu'on voit, c'est une révolte un peu de la part de la classe agricole sur ces programmes-là. C'est pas gagné, c'est un très grand défi. Ça va prendre des politiciens qui sont costauds. Eh bien, écoute, Yann, merci beaucoup pour ce passage de cette semaine. À la semaine prochaine, puisqu'on va te retrouver hebdomadairement. Merci. Et nous vous remercions d'avoir suivi Zone Agricole. Nous espérons que ça vous a permis de mieux comprendre les enjeux du secteur. Nous vous disons à la semaine prochaine. Et en attendant, vous pouvez toujours suivre le site de lavieagricole.com et vous inscrire à notre infolettre. Cette émission a été réalisée grâce au soutien financier des Céréaliers du Québec, ainsi que de l'ELI.